bien bonjour à tous et bienvenue sur Steel Giant, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour ce 8ème épisode de la série à la découverte du Gunpla. Et avant de commencer cet épisode, je tiens à faire un petit coucou à l'association Red Comet, qui est en gros l'équivalent de l'AEG en Belgique, à savoir une association dont le but est de partager le plaisir, la passion du Gundam. Donc n'hésitez pas à aller checker leur page Facebook et leur Twitter, les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions vu comment différencier et appliquer les différents stickers et décals à votre Gunpla. Il ne nous reste maintenant plus qu'à vernir le kit, mais avant ça nous allons voir une étape optionnelle, à savoir comment rajouter des Battle Damage sur notre maquette. Les Battle Damage, aussi appelés Wave Rings, sont tout simplement la représentation d'usure sur une maquette suite à une utilisation plus ou moins prolongée. On pourra citer comme exemple les divers dégâts qui auraient pu être subis lors d'une bataille, les traces de calcination, de rouille, ou encore différentes traces de salissure liées à l'environnement, comme par exemple de la boue, du sable, de la neige, etc. etc. Bref, vous l'aurez compris, il existe un nombre très varié d'effets que vous pouvez appliquer sur vos Gunpla. Alors évidemment, rien ne vous oblige à en faire et vous pouvez tout à fait laisser votre kit comme représentant un Gundam flambant neuf sorti d'usine. Néanmoins, si vous voulez donner un peu de vécu à votre Gunpla, je vous propose aujourd'hui 3 méthodes très faciles et simples à appliquer qui vous permettront d'obtenir un très bon rendu. Dans tous les cas, nous allons avoir besoin de peinture, donc pensez à utiliser un espace et des vêtements qui ne craignent rien pour éviter les mauvaises surprises. Et pour commencer, nous allons voir la technique du lavis, également connue sous le nom de jus. Je sais même pas comment j'ose faire cette blague. Donc pour vous faire une image, le principe du lavis c'est à peu près la même chose que de mettre un filtre sur une vidéo. Là vous voyez par exemple, si j'applique un filtre vert sur la vidéo, on voit que la couleur a pris une teinte verte, cependant on me voit encore et on voit tout ce qu'il y a derrière moi. C'est pas comme si on avait appliqué directement une couleur verte opaque sur toute la vidéo. Eh bien nous allons faire la même chose avec notre Gunpla. En diluant fortement de la peinture et en la badigeonnant allègrement, on peut donner une teinte à nos pièces tout en laissant apparaître la couleur d'origine par transparence. Et bien sûr, plus on dilue la peinture et moins le filtre sera visible. L'utilisation des lavis permet de représenter pas mal d'effets de salissure, comme des traces de boue, de terre, des couleurs d'huile, etc., etc. Vous pouvez donc utiliser cette technique avec plein de couleurs différentes, que ce soit aussi bien des couleurs sombres que claires, selon l'effet recherché. Pour cet exemple, j'ai choisi de vous montrer un lavis de couleur marron pour simuler des salissures de terre. Et pour cela, vous aurez besoin du matériel suivant. Un pot de peinture acrylique ou énamel de la couleur choisie pour le lavis, et ce que j'appellerai par la suite pour gagner du temps le nécessaire à peinture, à savoir une palette, un pinceau standard, un verre d'eau propre et un morceau de sopalin. Il va donc falloir utiliser de la peinture très diluée. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser la technique du lavis, je vous conseille d'au préalable vernir votre kit en mat, comme je vous le montrerai dans quelques instants, cela permettra à la peinture de mieux accrocher sur le plastique. Ensuite, il va falloir bien diluer votre peinture avec le diluant adéquat, de sorte à ce qu'elle devienne semi-transparente. Pour cela, on dit en général qu'il faut un volume de peinture pour 10 de diluant, mais essayez surtout de vous repérer à l'œil en observant la fluidité de la peinture et son opacité. Là par exemple, je pense que c'est bon. Notez d'ailleurs que si vous ne voulez pas vous tracasser à diluer votre peinture parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver ou tout simplement par flemme, il existe sur le marché des pots de peinture déjà dilués prêts à l'emploi. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à appliquer de manière très généreuse la peinture sur l'ensemble de votre kit et de la laisser sécher. Vous pouvez également simuler des traces plus brutales en venant frotter avec un chiffon avant que la peinture n'ait fini de sécher pour obtenir des zones plus marquées. Après séchage, voilà le résultat. Comme vous l'aurez remarqué, l'avantage du lavis est que le filtre appliqué ne sera pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y aura des zones où la peinture sera plus ou moins concentrée. D'ailleurs, comme pour la technique du panel lining, la peinture va avoir tendance à s'accumuler dans les creux. Cela permettra ainsi d'en quelque sorte rompre la monotonie de la pièce et de lui donner un aspect vieilli plus naturel. Et voilà pour la technique du lavis. Et maintenant, changement de sujet puisqu'on passe à la deuxième technique, à savoir le brossage à sec. Le brossage à sec est globalement l'inverse du lavis. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser de la peinture non diluée et qui aura pour but de venir se loger en majorité, non pas dans les creux des pièces, mais bien sur leurs arêtes, les parties les plus exposées et donc les plus susceptibles d'être abîmées par les chocs, les impacts, etc. Il y a plusieurs manières d'effectuer un brossage à sec, et aujourd'hui nous allons voir deux méthodes différentes. Une méthode avec un pinceau et une méthode avec de la mousse. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien c'est tout simplement la manière dont sera répartie la peinture sur vos pièces. Mais voyez plutôt le résultat par vous-même, ce sera bien plus évident à comprendre. Pour la méthode avec le pinceau, vous aurez besoin comme tout à l'heure du nécessaire pour peindre, de votre peinture et bien évidemment d'un pinceau. Par contre, pour le coup, il vaut mieux utiliser soit un vieux pinceau, soit un en forme de brosse, cela vous permettra d'obtenir un meilleur rendu. En plus, avec un pinceau neuf, la technique du brossage à sec l'abîmerait très rapidement, ce qui serait très dommage. Pour procéder, avec votre pinceau, prenez un peu de peinture de votre peau et déposez-en la majorité sur votre palette de manière à pouvoir venir la réutiliser plus tard. Ensuite vient le point fondamental de la technique. Sans diluer la peinture, frottez votre pinceau sur votre sopalin jusqu'à ce qu'il ne laisse presque plus de traces.
Pour cela, repérez-vous aux marques de peinture laissées sur vos sopalins. Quand elles deviennent moins prononcées comme ici, c'est que vous avez assez frotté. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir frotter le pinceau sur la pièce en ciblant en priorité les parties les plus exposées comme les arêtes. Comme vous le voyez, j'ai choisi d'utiliser ici une couleur métallique claire qui permet de simuler des endroits où la peinture aurait été éraflée, laissant apparaître le matériau d'origine métallique de notre machine. Pour obtenir un résultat cohérent, essayez dans la mesure du possible de frotter dans le même sens, par exemple de bas en haut. L'avantage d'utiliser un pinceau est que cela permet justement de mieux contrôler la direction des éclats de peinture, ainsi que l'endroit précis où la peinture se dépose. A l'inverse du pinceau qui permet de se concentrer sur des endroits précis et de choisir la direction dans laquelle vont se faire les traces, la mousse, elle, permet d'obtenir des résultats plus aléatoires. Et là, vous devez vous demander quelle est donc cette fameuse mousse dont je parle. Eh bien, il s'agit de mousse que l'on peut trouver dans divers objets, notamment dans toutes sortes de rembourrages ou dans les mallettes de poker par exemple. On en trouve également dans certains types d'éponges, par exemple celle-là ou celle-là. Et si vous avez fait ou faites des Warhammer, on en trouve aussi dans les anciennes mousses de blister ou dans les valises de transport de figurines. Bref, une fois que vous vous en êtes procuré, découpez-en un petit morceau et déchirez-le de manière à obtenir une surface qui ne soit pas uniforme. Ensuite, comme tout à l'heure, trempez votre bout de mousse dans la peinture, frottez sur le sopalin pour retirer l'excédent et tamponnez votre kit avec en insistant sur les zones les plus exposées. Comme c'est souvent le cas, j'ai choisi ici d'utiliser de la peinture noire pour bien contraster avec les couleurs claires du Gunpla. Et voilà pour nos 3 techniques. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les appliquer sur notre Gunpla. Alors bien sûr, c'est à vous de choisir combien de techniques utiliser, lesquelles utiliser et avec quelle intensité. Personnellement, comme j'ai choisi d'utiliser les 3, je les ai appliquées avec une intensité modérée pour ne pas trop surcharger le résultat final. Et ne vous en faites pas, dans de prochaines vidéos, je vous présenterai d'autres types de battle damage un peu plus difficiles à réaliser cette fois-ci. Au final, quelle que soit votre manière de procéder, il y a 2 choses importantes à retenir. Tout d'abord, le wavering sert à apporter du contraste sur votre kit. A cet égard, insistez plus avec des battle damage foncés sur des couleurs claires comme le blanc et le jaune, et inversement, utilisez des couleurs plus claires sur des couleurs sombres comme le gris ou le bleu. Par exemple, pour le lavide marron, j'ai beaucoup plus insisté sur les pièces blanches là où il se verrait le plus que sur les pièces grises ou foncées, et à l'inverse, le brossage à sec métallique n'a été appliqué que très légèrement sur les parties blanches du kit, mais de manière bien plus prononcée sur les pièces grises et bleues. Et enfin, le noir se voyant partout, il a été appliqué de manière uniforme sur l'intégralité du kit, ce qui permet également d'unifier les différentes couleurs de celui-ci. L'autre point qu'il vous faudra essayer d'avoir en tête est d'être cohérent lors de votre wavering. Essayez de vous demander quelles zones sont susceptibles d'être le plus marquées par tel ou tel effet et ajuster la quantité de peinture que vous appliquez. Pour vous donner un exemple tout simple, imaginez que votre mecha évoluait dans un terrain boueux. Il est évident que les zones les plus salies par la boue seront au niveau des pieds et des jambes, mais certainement pas la tête ou les épaules. De même, si vous voulez réaliser des éraflures dues à des combats sur votre gunpla, les zones comme le bouclier ou le haut du torse sont les plus susceptibles d'avoir été abîmées. Tout cet effort de cohérence permettra au final d'avoir un rendu plus réaliste qui donnera vie à votre gunpla et le rendra unique. Voilà qui conclut la partie consacrée au battle damage. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vernir notre kit, et ce pour 2 raisons. Et la première raison va être tout simplement de protéger les stickers et la peinture si vous en avez appliqué sur votre gunpla, afin d'éviter qu'ils ne s'enlèvent au cours du temps ou tout simplement à cause de choc. Deuxièmement, le vernis que nous allons utiliser sera du vernis mat et non du vernis brillant. Cela va justement nous aider à matifier le plastique du kit afin qu'il ait moins l'air d'un jouet en plastique brillant et de casser un peu son côté cheap. Donc pour vernir votre kit, vous aurez besoin d'une bombe de vernis mat. Comme d'habitude, à vous de voir si vous préférez utiliser du vernis spécialement conçu pour les maquettes ou du vernis normal que vous pourrez trouver dans des magasins de bricolage ou d'art. Et alors là, point très important, le vernis et même généralement tout type de peinture en bombe s'entrent très fortes et sont souvent très nocifs pour la santé. Donc j'insiste vraiment là-dessus, il faut soit travailler en extérieur, soit dans un milieu très bien aéré et à la limite porter un masque. Pendant le vernissage, il ne vous faudra pas toucher à votre kit de manière à ce que la peinture sèche correctement. Vous pouvez donc soit poser directement votre gunpla sur une surface plane et le vernir à distance, ou alors séparer le kit en différents sous-éléments et les fixer à des tiges pour pouvoir les manipuler plus facilement. Pour accrocher vos pièces, vous pouvez utiliser soit des pinces crocodiles ou plus simplement de la pâte à fixe qu'il vous faudra évidemment accrocher à des endroits qui ne seront plus visibles une fois le kit réassemblé. Une fois que c'est fait, munissez-vous de votre bombe de vernis et secouez-la bien pendant au moins 30 secondes. Ensuite, pulvérisez un coup dans le vide histoire de vérifier que le vernis fonctionne correctement et vous pouvez alors vous lancer sur votre kit. Si vous avez déjà vu des gens utiliser des bombes de peinture pour faire des tags, des graphes ou n'importe, vous avez sans doute dû voir quelque chose comme ça. Et c'est à tout prix ce qu'il faut essayer d'éviter de faire. Il ne faut en effet pas pulvériser le vernis en continu, mais par à-coups afin de ne pas déposer trop de vernis d'un seul coup, ce qui donnerait un résultat très pâteux et épais.
La bonne technique à utiliser consiste à se placer à environ 30 cm de vos pièces et de pulvériser plusieurs sheets en changeant d'endroit où vous pulvérisez à chaque fois. Ainsi, cela permet d'obtenir un résultat bien uniforme sans accumulation de vernis. Notez qu'il est toujours bien mieux de faire plusieurs passages légers qu'un gros passage à la bourrin, alors n'hésitez pas à faire un premier passage, attendre que ça sèche et recommencer l'opération si vous voulez obtenir quelque chose de très résistant. Cela dit, en no paint, un seul passage devrait normalement suffire. Après utilisation, retournez la bombe et pulvérisez un pchit de sorte à ce que la peinture ou le vernis ne viennent pas boucher la buse. Il faut ensuite laisser sécher les pièces, une bonne heure suffit en général très largement. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, voilà le résultat final. Alors en vidéo, on ne voit peut-être pas forcément beaucoup la différence, mais cela se voit beaucoup plus en vrai et même au toucher c'est beaucoup plus agréable. Et puis maintenant, avec votre vernis, la peinture ne risque plus rien. Et donc comme vous voyez, en utilisant quelques techniques vraiment très simples, on a pu passer de ça à ça. Ça a quand même plus la classe, non ? Alors évidemment c'est encore très améliorable et on peut faire beaucoup mieux, mais c'est quand même déjà un super début. Et c'est donc avec émotion que nous concluons cette série de tutoriels à la découverte du Gunpla, destinée à vous apprendre les bases du Gunpla No Paint. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, ou alors des points de détail sur lesquels vous aimeriez que je revienne, je vais faire prochainement une FAQ spécialement pour la série à la découverte du Gunpla. J'ai d'ailleurs fait une annonce ici, alors n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions ou tous vos commentaires pour que j'y réponde. Sur ce, encore désolé pour le retard, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.